Bonsoir, Pauline Ferrez, chargée de mission TEPOS au syndicat de l'Ouest lyonnais. Donc c'est une question pour la région. Je voulais savoir, donc qu'en est-il des aides financières pour les territoires qui n'ont pas encore de plateforme et qui souhaiteraient mettre en place une plateforme de rénovation énergétique? Parce que j'ai compris que l'AMI plateforme ne serait pas renouvelée. Merci. Oui, on ne sait pas du tout si ça va être ou pas renouvelé. Voilà, cet AMI, il a été lancé il y a 2 ans. On a plus de 20 plateformes. On a la question de l'extension à l'Auvergne. Sur l'Auvergne, il y a des plateformes qui se préparent aussi, qui sont en préfiguration. La question est posée, hein, les arbitrages ne sont pas pris, la question est posée de permettre en effet de poursuivre sur des plateformes qui pourraient se lancer cette année. Voilà, on a posé la question et les arbitrages ne sont pas encore pris. Oui, Oui, Corinne Thévenin, société Artebat, donc spécialisée dans l'isolation thermique de l'enveloppe des bâtiments. Et moi, j'ai juste un grand rêve, ce serait que massification puisse rimer avec simplification. Au niveau des entreprises de bâtiments, je crois que c'est une attente. Voilà. Et j'aimerais revenir sur justement le cas numéro 1 que vous avez présenté, qui est fort intéressant. Donc ce cas d'une famille qui souhaite s'engager dans des travaux ambitieux de rénovation. Et sur un point d'écueil qu'on rencontre malheureusement, nous, entreprises, très très régulièrement, c'est l'accès au prêt, parce que vous avez présenté de manière, un prêt éco-PTZ, un prêt complémentaire, et on voit tout à fait que le gros souci va se situer sur la première année, avec un pic. Donc l'organisme bancaire, lorsqu'il va vouloir faire son étude, va se baser sur la mensualité la plus importante, ne prendra pas en compte dans ses calculs l'économie, c'est-à-dire l'économie sur la facture énergétique, qui pourrait être normalement réinjectée dans la mensualité. Donc on met en place des dispositifs formidables. Il y a des entreprises qui sont motivées, qui sont prêtes à conquérir tout ce marché. Et derrière, on a un blocage fort important des organismes bancaires qui vont s'arrêter à des calculs, à des calculs qui malheureusement bloquent totalement le passage à l'acte. Donc, est-ce que au niveau des plateformes, il pourrait y avoir un accompagnement vers ces organismes bancaires, du particulier vers ces organismes, pour faire comprendre que la subvention va être réinjectée, qu'il y aura une économie d'énergie que l'on pourra réinjecter dans ma SET, de façon à ce que les prêts puissent passer, puissent être accordés. Merci pour cette question, mais je pense qu'au niveau de la région, du plan bâtiment durable et puis des plateformes, vous avez des réponses à apporter. Qui veut commencer? Thomas ou... Alors, pour cette question de mobilisation des acteurs bancaires autour de la rénovation, c'est une vraie question. Effectivement, l'ADEME et la région, je ne réponds pas pour la région, mais font un travail auprès du comité des banques et des différents établissements bancaires. En local, nous, notre travail sur les plateformes, c'est d'aller mobiliser les agences locales pour leur dire qu'il y a un énorme marché de la rénovation qui se prépare et qu'il faut faciliter ces prêts. Donc, l'ADEME et la région financent une formation des conseillers bancaires. Pour nous, notre territoire, elle s'organise bientôt, là, le 10 juin, où on va former, en partenariat avec les acteurs de la plateforme, les conseillers bancaires en local. Donc déjà, c'est une première étape. Et puis, l'autre étape vient, je pense, par le haut. Et ça, c'est du coup la région qui peut être en détailler. Oui, en effet, il y a aussi des rencontres avec les banques qui sont organisées, comme je disais tout à l'heure, avec DREA, l'ADEME Région, pour le même objectif au niveau régional, de faciliter les prêts, l'accès aux prêts, de faire coïncider ces outils financiers, les outils qu'ils ont habituellement, avec les projets de rénovation. Donc il y a effectivement des rencontres qui sont en cours là-dessus pour les sensibiliser, pour leur faire connaître les plateformes aussi.
Si je peux rajouter un témoignage. Donc en septembre dernier, donc avant de lancer notre plateforme, on a un président de l'Accord, qui est un sénateur, qui nous a signé le courrier d'invitation aux banques. Donc on a invité nos 34 banques locales, sont venues 3 banques. Du coup on a également beaucoup de mal à les mobiliser, et le retour des banques qui sont venues, c'est de dire, nous déjà, on est super contents que vous puissiez pré-mâcher nos dossiers pour qu'en gros, ils ne nous reviennent pas en échec. Que l'accompagnement qui sera fait dans la plateforme facilite le dépôt pour qu'après, eux en interne, qui ne sont pas des thermiciens, enfin qui ne sont pas du tout sur le sujet, puissent ne pas avoir à revenir sur le dossier un certain nombre de fois. Donc déjà, ça a été très, très positif dans les échanges. Et après, le second point sur lequel ils ont insisté, c'est le fait qu'un éco-prêt à taux zéro ne va pas leur amener de nouveaux clients. Donc eux, ils sont prêts à envoyer leurs clients qui ont des projets en direction de notre plateforme, mais eux ne vont pas mobiliser des moyens sur quelque chose pour lequel ils n'ont pas d'intérêt financier. Enfin, c'est quelque chose. Donc, en gros, on essaie de tisser des liens localement. Je pense que c'est plus facile pour nous, territoires ruraux, que pour des plus gros territoires. Mais sachez que ça va prendre du temps et que c'est pas facile. On va pas révolutionner le monde en 2 minutes. C'est quelque chose qui va se faire sur du long terme. Oui, juste pour compléter, donc on a eu un peu la même difficulté. Donc on a fait un appel à manifestation d'intérêt pour les banques. On a eu 3 réponses et puis voilà, on travaille sur ces réponses pour en tirer quelque chose d'utilisable et d'appétissant pour les particuliers. Ce n'est pas si évident que ça. J'ajouterais aussi 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, on attend quand même beaucoup du rôle de la région aussi, en tant que, voilà, éventuellement fonds de garantie, éventuellement tiers investissement, enfin, de pouvoir vraiment se positionner à cette échelle territoriale-là. Aujourd'hui, voilà, les arbitrages ne sont pas faits, donc on est dans l'attente de ce positionnement-là. Et deuxième élément de réponse, ces calculs de retour sur investissement, d'aide, etc., c'est très bien et bien sûr, il faut les faire avec les maîtres d'ouvrage. Ceci dit, il faut à un moment donné aussi savoir s'en affranchir, puisqu'on voit bien que l'acte d'achat que peut avoir un ménage sur une nouvelle voiture, une nouvelle cuisine, le calcul du taux de retour d'investissement ne se fait pas. Alors à un moment donné, voilà, le confort qu'on peut avoir dans une maison rénovée avec une ventilation performante, des bonnes menuiseries, c'est quelque chose qui n'a quelque part pas de valeur et qui va revaloriser son... Et donc c'est à vous aussi de vous porter messager de ces questions-là sur la valeur patrimoniale, sur le confort, le bien-être des habitants dans une maison rénovée. Voilà. Alors, une autre question. Moi, est-ce qu'il y a un banquier dans la salle, peut-être, qui veut répondre? Monsieur, allez-y. Je ne suis pas banquier, je suis Philippe Létienne, président du conseil syndical d'une copropriété à Bron. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'engagement que doivent prendre les entreprises pour arriver à l'économie d'énergie annoncée? Alors, concernant effectivement l'aide de la métropole de Lyon, il y a un objectif de résultat qui est de faire 35% d'économie d'énergie ou d'atteindre le niveau BBC Rénovation. Et en fait, ce calcul, il se fait en amont. C'est-à-dire, dans la conception du programme de travaux, il doit y avoir un thermicien qui, sur la base d'une méthode de calcul qui s'appelle THCX, enfin je ne rentre pas dans le détail, sur la base de cette méthode réglementaire, dit, voilà, le programme de travaux qui comprend ça, ça et ça, permet de générer une économie d'énergie de temps. Et ensuite, on a les devis des entreprises qui montrent que c'est bien ce programme de travaux qui est mis en place. Mais c'est effectivement en amont. Si après, dans le résultat, il y a un petit écart, ça n'aura pas d'incidence sur l'octroi de la subvention. Quel est l'écart normal, attendu, acceptable, ou qui serait acceptable, si écart il y a? Vaste question, vaste débat. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il y a la conception par l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a la réalisation par les entreprises, il y a l'exploitation
par l'entreprise qui va gérer la chaufferie. Et puis, quatrième point non négligeable, c'est l'usage. C'est-à-dire que fait l'usager de son bâtiment. C'est difficile de dire comme ça quel est l'écart acceptable. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des contrats, ce qu'on appelle les CPE, contrats de performance énergétique, qui permettent un engagement de l'équipe qui va concevoir, réaliser et exploiter l'installation et également les travaux. C'est-à-dire qu'on peut contractuellement dire avec ce groupement d'entreprises, nous attendons un gain de 40% par exemple, avec des engagements réciproques. C'est une possibilité pour réaliser les travaux. Ça se développe petit à petit, c'est pas encore quelque chose qui est très courant sur les copropriétés, mais on a des premiers exemples qui se mettent en place. Mais sinon, pour le retour d'expérience que nous, on peut avoir sur les projets qu'on a accompagnés, il n'y a pas aujourd'hui de grosses catastrophes en termes de résultats par rapport au prévisionnel. Une autre plateforme veut compléter ou on prend une question dans la salle? Oui, au fond, s'il vous plaît. Appuyez sur le micro, s'il vous plaît. Ah, votre collègue, il va vous en prêter un à droite, là, ou à gauche. Vous n'avez pas de micro? Ah, il n'y a pas sur la dernière table. Fort. Allez, en attendant, alors, il y avait une autre question sur la gauche. Ah, vous êtes arrivé? C'est bon, pardon. Ah. Oui, bonjour, monsieur Gégère, société Argasner, donc chaudière à bois. Ma question porte pour les plateformes locales concernant les partenariats avec les entreprises et surtout l'accord qui parlait de remise supplémentaire effectuée par certains fabricants. Est-ce qu'il n'y a pas une peur vis-à-vis d'un certain conflit d'intérêts et d'une libre concurrence, et est-ce que du coup tous les fabricants sont invités à participer à ce type de proposition? Voilà, je voulais savoir un petit peu si ce type de partenariat était vraiment ouvert un peu à tous les fabricants qui veulent entrer dans cette démarche, ou si c'est vraiment assez restreint comme possibilité. La question est fléchée, on va vous laisser répondre. Alors oui, c'est ouvert à tous les fabricants, puisque l'objectif c'est vraiment d'élargir de plus en plus la démarche. Et au contraire, après là on a commencé, au niveau du territoire, voilà, Sophie et moi, on a 2 autres personnes en interne qui nous aident, donc au niveau moyen humain, donc voilà, on a commencé comme ça parce qu'on fait des entretiens individuels, on contacte Donc voilà, donc c'est sûr qu'on n'a pas contacté tout le monde, mais bien sûr, au contraire, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et l'objectif, c'est que voilà, là on a commencé avec les isolants. Ce que je vous disais tout à l'heure, après, c'est de le faire petit à petit sur les produits d'étanchéité à l'air, parce que c'est important au niveau de... On sait que voilà, il faut traiter l'étanchéité à l'air pour arriver au niveau basse consommation. C'est des produits qui ont un coût, donc travailler aussi sur ça. Au niveau du chauffage, donc non, l'objectif, c'est vraiment d'élargir sur beaucoup, sur les domaines, voilà. Okay. Le domaine, donc oui. Si je peux rajouter quelque chose, à la base, cette démarche, elle est partie du fait que, on est parti sur le sujet des écomatériaux. On en faisait la promotion parce qu'on a également pas mal de fabricants sur le territoire et une grosse filière bois. Donc un gros travail autour de comment insérer du bois dans nos rénovations et nos constructions locales, qui soient issues de nos forêts, qu'on a Fibois sur notre territoire qui travaille aussi beaucoup le sujet. L'idée en fait c'était quand on prend un budget rénovation globale et qu'en plus par-dessus on passe d'une laine de verre à une fibre de bois, on a toujours un objectif de faire que le plan de financement il passe, quoi. Donc quand sur notre territoire un fournisseur et n'importe lesquels s'engage à nos côtés pour nous dire dans le cadre de votre plateforme on vous propose un tarif préférentiel, on ne dit surtout pas non. Après, on fait bien attention à respecter la concurrence autour. En gros, on ne va pas dire c'est celui-là qu'il faut prendre. On fait aussi bien attention à ce que les particuliers en direct passent par un artisan, puis par un négociant. On a entouré d'énormément de négociants aussi sur le territoire qu'on a réunis dans le cadre du lancement de la plateforme pour aussi leur dire
il va falloir nous accompagner, vous mettre autour de nous pour faire en sorte que les coûts de rénovation puissent aussi aller dans le sens des graphiques qu'on a vus tout à l'heure. Si demain on n'a plus de subventions, ou beaucoup moins, ce qui semble aussi arriver assez rapidement, voilà, comment on fera pour présenter des graphiques comme ça et des plans de financement qui tiennent? Alors, il y avait une question dans le fond, et ensuite on reviendra avec 2 questions dans le fond, on revient, pardon. Bonsoir, donc Laurent Jacquel, bureau d'études Actineo. Je reviens sur les aides éco-rénov de la métropole, qui sont très intéressantes, c'est très positif. J'imagine que ce n'est pas des aides complètement renouvelables et inépuisables. Et donc je souhaitais savoir si, pour combien de temps elles étaient votées. Est-ce que la métropole a une enveloppe annuelle, par exemple? Et donc, autrement dit, si une copropriété fait sa demande, donc remplit son dossier parfaitement, remplit tous les critères demandés, est-ce qu'elle est assurée d'avoir cette aide, et ce jusqu'à quand? Alors, l'enveloppe, elle a été votée pour la programmation pluriannuelle d'investissement, donc c'est pour la durée du mandat. Hein, c'est des mandats politiques, donc derrière, moi, je ne sais pas vous assurer qu'est-ce qui va arriver. En tout cas, pour ce mandat, il y a une enveloppe qui est consacrée et qui est prévue pour ça. C'était quoi la deuxième question? Donc, oui, donc jusqu'à 2020, c'est ça? Jusqu'à 2020, il y a une enveloppe? Aujourd'hui, jusqu'à 2020, il y a une enveloppe. Et effectivement, s'il y a une copro qui rentre bien dans les critères, etc., il faut bien qu'elle passe dans tous les cas par l'espace Info-Énergie, qui est notre porte d'entrée et qui fait l'instruction pour la métropole. Donc il y a une analyse et donc après il y a un vote de cette subvention. Mais disons que la copropriété, elle peut déjà avoir un préaccord de principe, on va dire, sur le programme de travaux qui est proposé. Ok, mais donc si tous les critères techniques sont remplis, il n'y a aucun problème pour que, l'aide est acquise. Ouais, c'est ça. Juste pour compléter, le fait générateur, c'est le procès-verbal de l'Assemblée générale qui valide le programme de travaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la métropole de Lyon va figer ce montant en attendant que les travaux soient réalisés, et à facturation, ce montant est versé au syndicat des copropriétaires, et ensuite le syndic répartit en fonction des différents logements. Mais c'est important de prendre contact le plus en amont possible pour avoir un peu une visibilité sur les projets qui vont arriver. Donc il y avait une autre question juste devant par ici, et ensuite une devant. Bonjour, Caroline Chaplet, architecte. Je reviens sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le conflit d'intérêts, sur les matériaux qui pourraient présenter des réductions de coûts. La suite de la question, c'est sur les entreprises qui sont sélectionnées. Comment on fait partie de cette sélection d'entreprises? Quels sont les critères de sélection de ces entreprises que vous appelez groupements, que vous préconisez auprès des particuliers ou des copropriétés? Voilà. Alors pour notre plateforme, on ne préconise pas de groupement. Déjà, entreprise, ça peut être un maître d'œuvre ou s'il y a des groupements, mais on ne préconise pas de groupement. Déjà au niveau des chantiers pour les habitants, hein, chacun est libre. Par exemple, dans l'appel à projet qu'on a lancé, l'habitant il est libre de passer soit par un groupement ou par un maître d'œuvre. Donc voilà, déjà il n'y a pas forcément de groupement chez nous. Donc voilà, et après, toutes les en fait, c'est le formulaire d'adhésion que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai listé tous les points d'accompagnement, en fait, toutes les entreprises peuvent devenir adhérentes à la plateforme. En fait, l'adhésion, elle est gratuite, donc en fait, elle est vraiment ouverte à tous. Voilà, l'objectif, juste pour pouvoir être adhérent à cette plateforme, il faut juste travailler si vous êtes hors territoire et que vous avez des chantiers sur le territoire, vous pouvez rentrer, et si vous êtes sur le territoire, vous pouvez y rentrer. Après, j'ai rencontré des entreprises qui ne souhaitaient pas y rentrer non plus. Il y en a qui ont envie parce qu'elles disent l'accompagnement, moi je pense que ça peut m'apporter un plus. Donc voilà, il n'y a pas de chacun. L'idée de l'adhésion, en fait, c'est vraiment juste de pouvoir recenser qui a envie de faire partie de ça et d'être Mais tout le monde peut, toutes les entreprises, peuvent y rentrer, quoi. Sur ces questions de référencement, d'autres... Vous voulez vous exprimer? Non, pas plus que ça. On va prendre une autre question. Ouais.
C'était pas une question, c'était donc Laurent Chanusso, Rhône-Alpes Énergie, c'était une remarque dans le même sens. Moi, il me semble que là, dans ce cas-là, c'est pas une situation qui fausse la concurrence, c'est au contraire une situation où il y a plus de concurrence, puisque c'est des entreprises qui volontairement proposent de faire une réduction de prix sur le territoire. Elles sont légitimes à le faire, comme dans n'importe quel cas. Simplement, ça va apparaître un peu plus à travers la plateforme. Mais pour autant, il me semble que c'est au contraire, non pas une situation qui fausse la concurrence, mais au contraire une situation qui augmente la concurrence. Et je trouve ça très intéressant de voir qu'enfin les plateformes intéressent les entreprises, et c'est vraiment très positif, selon moi. C'est vrai que je pense qu'il faut distinguer le partenariat avec des fournisseurs de matériaux et le partenariat avec des professionnels, maîtres d'œuvre ou entreprises. Peut-être qu'on se réexprimera là-dessus tout à l'heure. Il y a une question ici. Oui, bonjour, là Gilles Laracine, bureau d'études EDMR. Je reviens sur le crédit d'impôt de 8 000 € par personne, voilà, qui est valable pour 2016. Quelle est la probabilité qu'il soit valable en 2017? C'est quand même important parce que les gens qui vont se poser des questions dans les mois qui viennent, ils feront peut-être les travaux en 2017. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est une question simple, c'est sur les banques. C'est une question curieuse un peu. Celles qui donnent des prêts à taux zéro, est-ce qu'elles ne gagnent rien du tout ou pas? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre... Parce que, bon, on a besoin de comprendre si ils ont envie de nous recevoir ou pas de nous recevoir. Donc, est-ce qu'ils gagnent rien du tout ou est-ce qu'ils sont subventionnés pour faire ça? Voilà, il y a deux questions. Alors, je vais déjà vous répondre à la première question sur le crédit d'impôt. Pour l'instant, on n'en sait rien pour 2017. Généralement, on le sait en fait au dernier moment, puisque c'est inscrit dans la loi de finances qui est votée en fin d'année, donc en décembre. Et on est obligé d'attendre cette loi de finances pour pouvoir communiquer après auprès des particuliers. Donc c'est toujours un peu le problème, on a peu de visibilité. Voilà. Et pour les coprêts à taux zéro, je vais peut-être laisser Robin répondre. Alors pour les coprêts à taux zéro, en fait, les banques, elles ont un crédit d'impôt aussi, ça crée la confusion, mais pour le versement de ce prêt à taux zéro, les intérêts sont versés par l'État à la banque en fait. C'est-à-dire que la banque ne perd pas d'argent en instruisant. Par contre, elle y perd peut-être du temps et de l'énergie parce qu'elles n'ont pas un roulement suffisant pour avoir peut-être un fonctionnement qui est suffisamment performant là-dessus. Non, mais c'est plus clair. Alors, il y avait une question ici, ensuite on reviendra vers vous. Oui, une question qui est liée à celle-là, et puis une autre remarque. Donc, Martin Fora, Innovalp, fabricant de poêles à granulés en Isère. La question, c'est plutôt donc sur le crédit d'impôt, mais en rétroactif. Qu'est-ce qu'il en est de l'éligibilité de ceux qui ont déjà consommé des crédits d'impôt avant, donc par rapport à aujourd'hui? Alors en fait, le plafond, par exemple, le plafond de 8 000 € pour une personne, il est valable pendant 5 ans et tous travaux confondus. Ce qui fait que si une année, une personne va dépenser 2 000 € de travaux éligibles et ensuite l'année d'après encore 2 000 €, son plafond va diminuer de 2 000 € et c'est remis à zéro tous les 5 ans. Ok. Et après, c'était simplement pour abonder dans le sens de la discussion d'avant que, effectivement, en tant qu'entreprise encore plus locale et française, je pense qu'il y a tout intérêt, effectivement, je pense qu'on poursuit les mêmes buts en termes de transition énergétique et à faire ce qu'on peut pour avancer ensemble sur ces questions-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment des synergies à développer sur ces questions-là. Donc, je remercie mon confrère d'avoir posé la question. Ah, voilà. Je voulais revenir sur l'histoire des banques parce que Maxime Tassin, architecte, moi je connais pas beaucoup les banques, mais je sais qu'elles sont des options très différentes. Il y a des banques qui sont beaucoup plus tournées vers certaines formes d'environnement, etc., et d'autres pas du tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de donner un label RGE aux banques, c'est-à-dire de les aider en disant, si vous vous formez, parce que si vous avez contacté 34 banques et qu'il n'y en a que 3 qui viennent, c'est qu'en fait elles s'en foutent. Si vous leur dites,
qu'il y a une carotte, c'est-à-dire qu'elles peuvent être banque RGE ou autre, hein, peu importe le sigle, mais pourquoi pas prendre le même, elles pourraient être plus intéressées et à ce moment-là, elles récupéreraient une clientèle en disant, voilà, de même qu'on fait cette différence entre un artisan RGE et un artisan qui ne l'est pas pour tout un tas de chantiers, on devrait pouvoir le faire pour les banques. Ça permettrait d'éviter des banques qui ne s'intéressent pas du tout à ce sujet-là. Alors, quelle plateforme apparaître va comme lancer similaire. ce dispositif? Je vous laisse répondre. Est-ce que c'est un petit... Nous, petite plateforme, je ne sais pas quoi répondre, moi, pour ma part. Je crois qu'aujourd'hui, ce que vous avez tous exprimé, c'est que vous essayez de recenser tous ceux qui ont envie de venir jouer avec vous, tous ceux qui ont envie de participer. Après, j'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit comme le vrai label, l'autre label RGE, lancé peut-être à un niveau supérieur, au niveau de l'État, j'en sais rien, mais est-ce que la région, il y a une possibilité d'aller vers un référencement plutôt que d'aller simplement vers ceux qui sont motivés? Comment ça se passe? Pourquoi pas, oui. De toute façon, ça fait partie des possibilités, des réflexions qu'on peut lancer. Hein. Il n'y a pas de... oui, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, on critique aussi beaucoup les signes de qualité qui peuvent se rajouter, complexifier le jeu aussi. Donc, Mais les banques, c'est des gros artisans, en fait. Pas plus. Je veux dire, ils sont assis dans des fauteuils plutôt que d'être sur les chantiers, mais c'est des gros artisans. Donc pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas un label RGE avec une obligation de formation, etc. Je veux dire, là-dessus, je veux dire, à ce moment-là, on identifie, mais parce qu'on ne va quand même pas se voiler la face. La NEF ou la BFCC sont des banques qui s'orientent, il faut dire les noms, et la Société Générale sont plutôt des gens qui s'orientent vers le Panama. Vous voyez, je veux dire, on a quand même des banques qui sont très différentes, et donc il faut quand même les marquer à la culotte, parce que sinon, on voit une espèce de secteur bancaire similaire avec tout le monde. En fait, il y a des banques qui ne sont pas intéressées à ce chantier-là, parce qu'elles financent le nucléaire, par exemple comme la BNP, et donc ça ne les intéresse pas. Et donc il faut absolument marquer ces banques comme on marque les artisans. En tout cas, merci pour la proposition et ce petit tour des banques. Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois qu'il y en avait une au milieu. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Magali Chrétien, je suis architecte à Lyon. La rénovation de logements, c'est la majeure partie de mon activité. Souvent, quand on me demande des rénovations énergétiques, je fais appel à un thermicien pour faire tous les calculs et tout ce qu'il faut. Je me demande, est-ce que c'est envisageable que les honoraires de maîtrise d'œuvre, je parle thermicien, architecte et tous les autres intervenants de maîtrise d'œuvre, fassent partie de ces dispositifs et pour que les maîtres d'ouvrage se dirigent vers nous aussi un peu, quoi, parce que voilà, ça fait partie aussi de notre métier, on les conseille, on les accompagne et on les suit, comme vous. Donc, dans quelle mesure on pourrait envisager ça? Alors, il y a des aides quelque part pour l'accompagnement à la maîtrise d'œuvre? Pour les aides, nous, les deux niveaux d'aide, ils sont versés donc, au syndic de la copropriété. Et c'est une aide forfaitaire sur un projet qui est bien suivi par une équipe de maîtrise d'œuvre. Donc c'est une aide qui comprend de l'aide aux travaux et de l'aide à l'ingénierie. Voilà. Donc le tout est inclus dans une même aide, parce qu'on voit bien que quand il s'agit de ces travaux-là, il y a bien dans les différentes phases des travaux une équipe de maîtrise d'œuvre qui assure le bon suivi. Donc voilà, pour nous, ça en fait déjà partie. C'est pas fléché. Dans le cadre de copro, oui, mais pour les particuliers qui entreprennent leurs travaux de rénovation tout seuls, de façon isolée. Ça reste la même réponse, en sachant qu'effectivement, qu'ils soient en appartement ou en maison individuelle, après, effectivement, le pourcentage d'aide va être différent, puisqu'ils auront plus de charges s'ils sont en individuel. Okay. Alors, et sur les plateformes rurales pour l'accompagnement des particuliers en maison individuelle? Alors, peut-être pour compléter, ouais, effectivement, sur l'aide à la maîtrise d'œuvre, donc
on avait commencé à mettre une aide pour tous les particuliers qui rénovaient de façon BBC. On les obligeait à prendre un architecte maître d'œuvre qui gère les travaux, plus un bureau d'études pour calculer tout ça. Et on avait testé ça pendant 6 mois et on n'a eu personne en fait qui a voulu s'engager. Voilà. Peut-être que ça faisait peur aussi. Hein. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que simplement l'étude thermique est financée à 80%. Donc en plus des aides, hein, les 6 500 €, on signale qu'on peut obtenir de l'argent justement sur la prestation du bureau d'études. Dans le parcours d'accompagnement, on oriente vers de la maîtrise d'œuvre, surtout dans les chantiers de rénovation globale, et on a quelques particuliers qui sont partis avec des architectes maîtres d'œuvre pour gérer intégralement leur chantier. Et c'est vrai que ça fait partie de notre travail de les pousser à prendre quelqu'un qui fasse la conception, la coordination de chantier, l'étude aussi, voilà, pour avoir des chantiers de qualité. Ouais. Un complément ? Après, donc nous, au niveau de l'accord, dans le cadre de l'appel à projet qu'on a lancé, le but c'est de tester les différents types d'accompagnement qui peuvent être mis en place. Donc soit des groupements, soit de la coordination, soit de la maîtrise d'œuvre, enfin, tout un tas d'accompagnements. Et du coup, dans le cadre de cet appel à projet, donc on peut soutenir jusqu'à hauteur de 3 000 € la maîtrise d'œuvre, jusqu'à hauteur de 1 000 € les simulations thermiques dynamiques, 600 les études thermiques et 500 les tests d'étanchéité. Et en fait, le but de cet appel à projet, c'est de tester l'accompagnement sous toutes ses formes. Et comme les aides financières, on les maîtrise en interne à l'accord, en fonction des résultats qui sortiront de ces chantiers tests, on garde la liberté d'améliorer nos dispositifs financiers n'importe quand. Après validation des élus, bien sûr. Je voudrais juste ajouter un petit point sur le territoire de la métropole. C'est vrai qu'il y a un tel enjeu architectural sur le patrimoine ancien que effectivement il y a des réflexions qui sont menées aujourd'hui, notamment avec le CAUE, Conseil en architecture, urbanisme, environnement, aussi bien sur les copropriétés que les maisons individuelles, pour savoir comment est-ce que, à quelle phase, comment on s'y prend pour intégrer l'architecte dans le programme de travaux. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, rien n'est vraiment encore calé sur le... Enfin, il n'y a pas de subvention, hein, pour être clair, à la maîtrise d'œuvre aujourd'hui, mais on a bien en tête le rôle des architectes, aussi bien en copro qu'en maison individuelle. Donc ça fait partie des réflexions de la plateforme EcoRénov aujourd'hui. Retour vers la salle, il y a encore quelques questions. Oui. Kevin Cosnard de l'ASDER, je travaille en Savoie et on a plusieurs projets de plateforme, certaines qui sont dans le cadre de l'AMI, d'autres non. Je me posais la question par rapport au futur centre de ressources de la région. Quel va être un peu le calendrier prévisionnel et puis aussi quelles sont les conditions d'accès à cette future centre de ressources? Oui, comme je disais tout à l'heure, le centre de ressources, on est en phase d'analyse des offres, donc avec une commission d'appel d'offres qui devrait se réunir au mois de juin et un centre de ressources qui sera opérationnel dans la suite. Les conditions d'accès, c'est un outil qui est à la disposition de toutes les plateformes. Donc, dans un premier temps, de toutes les plateformes qui sont lauréates de l'AMI, et qui s'est terminé. Maintenant, si on a la possibilité de poursuivre avec des plateformes qui ne sont pas encore retenues, mais qui pourraient l'être, voilà, si on a la validation des élus, on pourrait effectivement étendre un petit peu à de nouvelles plateformes au cas par cas. Ça fait vraiment partie des validations qu'on attend par rapport à ça.